le triste phénomène des zoos humains en Europe. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Xavier Makanta, je fais un travail d'histoire et de mémoire. Je suis un auteur, j'ai publié il y a un an le roman Au-delà des ombres qui parle des difficultés qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner les zoos humains en Europe. Avant que l'Europe n'impose sa domination sur le reste du monde, il y eut d'abord un regard, celui du curieux, du voyageur et du savant autoproclamé. Un regard qui peu à peu passe de la fascination à la hiérarchie raciale. Et c'est de là que va naître l'idéologie la plus stupide qu'il soit, les hommes ne sont pas égaux. Paraîtrait-il que certains sont inférieurs à d'autres en fonction de leur couleur de peau. Paraîtrait-il que certains sont civilisés et d'autres non. Entre 1870 à 1994, donc il n'y a pas si longtemps que cela, des millions d'Européens payaient pour regarder des êtres humains enfermés dans des cages. Avant toute chose, je tiens à rappeler mes 3 disclaimers. Premier disclaimer, je suis un passionné d'histoire et non pas un historien. Je ne détiens absolument pas la vérité absolue, mais je partage les connaissances que j'ai et le but c'est qu'ensemble, on puisse raconter l'histoire avec un devoir de mémoire. Mon but est donc d'ouvrir le débat dans le but de trouver des solutions pour que les choses ne se reproduisent pas dans le temps. Deuxième disclaimer, la mémoire n'a pas de camp. Je ne fais pas ces vidéos pour accuser un peuple, une religion ou une civilisation quelconque, mais je parle d'histoire et pas de vengeance. Car la mémoire, au final, c'est ce qui nous permet de guérir et non pas de raviver la haine qui a été déjà suscitée dans le passé. Troisième disclaimer, je raconte ces choses dans le but et l'espoir qu'elles ne soient plus jamais répétées dans l'histoire de l'humanité. Car lorsqu'un peuple oublie, il a tendance à recommencer ses erreurs. Mon seul combat, c'est la vérité historique et la dignité humaine. Alors je ne sais pas si tu connaissais ce sujet ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que je te suggère de t'installer et ensemble, on va explorer comment des hommes, des êtres humains comme toi et moi, ont un jour été exposés dans des zoos parce qu'ils étaient différents de ceux qui se disent civilisés. Les zoos humains en Europe, c'est parti. À partir du 19e siècle, les grandes expéditions européennes bouleversent le monde. Les navigateurs portugais, espagnols, anglais ou encore français découvrent des peuples, des langues et des visages jusque-là inconnus. Mais ces récits, au lieu d'être des ponts entre civilisations, deviennent souvent des miroirs déformants. Marie-Louise Pratt parlera plus tard d'un œil impérial, un regard qui observe pour dominer, qui nomme pour posséder. L'autre devient objet d'étude, d'émerveillement, puis enfin d'appropriation. C'est ces expéditions qui vont petit à petit mettre en avant ce qu'on appelle le mythe du bon sauvage. Au siècle des Lumières, Rousseau imagine le bon sauvage, cet être libre et pur, vivant en harmonie avec la nature. Mais ce rêve d'innocence, loin d'humaniser les peuples lointains, sert souvent à les essentialiser. L'Africain devient symbole de la nature brute et non de la raison. L'Europe se place au sommet d'une échelle morale, elle seule aurait quitté l'état de nature. Ainsi, sous couvert de philosophie, se dessine déjà une hiérarchie de l'humanité. Du 18e au 19e siècle, les explorateurs deviennent les héros du continent blanc, James Cook, Richard Burton, David Livingstone, Henry Morton Stanley et bien d'autres encore. Leurs journaux de voyage façonnent l'intellectuel collectif. Stanley écrit en 1878 « J'avance dans un continent sans histoire mais plein de mystères ». Ces phrases alimentent l'idée d'un monde vide en attendant d'être révélé. Les cartes se remplissent mais les voix locales s'effacent. À travers leurs écrits, l'Afrique cesse d'être une terre d'hommes pour devenir un décor d'aventure. La science prend le relais de la religion pour justifier cette sorte de hiérarchie raciale. Georges Cuvier classe les crânes. Gobineau, dans son essai sur l'inégalité des races humaines publié en 1853, affirme que la civilisation naît de la race aryenne. Même la théorie de Darwin, pourtant fondée sur l'évolution naturelle, est déformée pour prouver la supériorité de l'homme blanc. L'idéologie raciale devient scientifique, respectée, institutionnalisée. C'est cette pseudo-science qui servira plus tard à légitimer l'esclavage, la colonisation et bien évidemment le sujet de notre documentaire du jour,
les zoos humains. Bien avant les expositions coloniales, l'Europe montrait déjà l'exotique. Dans les foires, on exhibe les Lapons, les Esquimaux et les Africains du Soudan. Ces spectacles ne choquent pas, ils amusent. Pascal Blanchard et Nicolas Bancel parlent d'un grand dérangement des images. La curiosité devient habitude et la différence devient spectacle. Ainsi, le regard de l'explorateur se transforme en regard de voyeur. Edwin Said, dans Orientalism, publié en 1978, démontre comment l'Europe a inventé un Orient imaginaire. Le même mécanisme s'applique à l'Afrique, un continent qu'on invente pour mieux le dominer. Les explorateurs décrivent des peuples enfants, des terres vierges, des femmes sensuelles. Chaque mot prépare la conquête. L'Afrique n'est plus un sujet, elle devient une fiction utile, celle d'un monde à civiliser. L'idée de civiliser des peuples dits primitifs, c'est la genèse du paternalisme colonial. En 1885, à la Chambre des députés, Jules Ferry déclare ceci: « Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Ce discours applaudi à Paris résonne comme une manifeste du colonialisme moderne. Sous le vernis du progrès, l'Europe s'arroge le droit d'éduquer, de convertir et d'exhiber. Ainsi s'installe la croyance la plus perverse, déshumanisée au nom de l'humanité. Conclusion de ce premier point, c'est qu'à la veille du XXe siècle, tout est prêt. L'Europe s'est convaincue que sa domination est légitime, scientifique et morale. Le regard posé sur l'autre s'est mué en miroir de supériorité. Bientôt, ce regard ne se contentera plus de raconter ou de mesurer, il mettra en cage. À la fin du XIXe siècle, la France se rêve en phare du monde. La colonisation s'impose non seulement par les armes, mais aussi par les images, les musées et les expositions universelles. Sous le drapeau tricolore, Paris devient le théâtre d'une mise en scène planétaire, celle d'une Europe persuadée d'incarner la civilisation. Il y aura d'ailleurs plus d'expositions à Paris en 1855, en 1867, en 1889 et en 1900. De 1855 à 1900, 4 expositions universelles transforment la capitale en réelle vitrine de progrès. On y célèbre la machine à vapeur, l'électricité et bien évidemment la domination coloniale. Ces événements attirent des millions de visiteurs et placent la France au centre du monde qu'elle veut organiser, classer, montrer. Les pavillons coloniaux ne sont pas anodins, ils enseignent que la France possède des enfants qu'elle guide. Sous la tour Eiffel, symbole du génie français, on installe le fameux village nègre. 400 hommes et femmes venus d'Afrique sont logés dans les huttes reconstituées et observés comme de réelles curiosités. Les journaux parlent de docilité pittoresque, de bonne humeur sauvage devant des foules médusées. L'humanité devient un décor. Ce succès populaire légitime le principe du zoo exhibé pour convaincre. En l'occurrence, exhiber des populations étrangères et notamment africaines pour convaincre d'une seule chose, c'est que la France, les Français, l'Europe est la civilisation dominatrice. Et ils ont donc pour rôle de civiliser les peuples qui ne le sont pas encore. 10 ans plus tard, la ville de Paris accueillera à nouveau un village sénégalais dans le jardin d'acclimatation. Les Africains y vivent jour et nuit sous l'œil des visiteurs comme des animaux exotiques. Les organisateurs se félicitent du réalisme et de la mise en scène. Il y a des danses, des marchés, des armes. Tout y est authentique. C'est le prototype du zoo humain moderne, le peuple colonisé comme l'objet d'étude et de divertissement. En 1889, l'exposition universelle coûte près de 20 millions de francs et accueille 32 millions de visiteurs. Des chiffres vertigineux pour l'époque. D'ailleurs, j'ai pas mis le comparatif de ces 20 millions de francs. Je les ai pas convertis en euros, donc si vous connaissez la conversion exacte de ceci, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y a donc un point important, c'est la mise en avant de la République et ses contradictions. Puisque la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et pour autant, durant ces expositions, nous voyons que cette liberté, cette égalité et cette fraternité ne l'est pas pour tous. Alors que la République enseigne l'universalisme, elle met en place le code de l'indigénat qui institutionnalise l'inégalité. On invoque les droits de l'homme à Paris tout en niant l'humanité à Dakar. Ce double discours fera le lit du paternalisme colonial français pendant plus d'un siècle.
Les lumières de la ville monumentale éblouissent le monde entier, mais dans leur ombre, des êtres humains sont exposés comme preuve vivante de la grandeur coloniale. Paris incarne alors le cœur de la modernité et celui du mépris. Pascal Blanchard parle de métropole coloniale, un centre culturel qui organise la domination tout en l'esthétisant. Sous la tour Eiffel, le progrès et l'humiliation marchent main dans la main. Pour conclure cette deuxième partie, nous pouvons donc dire que la France a fait des colonies une scène et de ses sujets un spectacle. Sous les guirlandes et les drapeaux, la curiosité devient domination, l'exposition universelle n'est plus une vitrine de progrès, elle devient donc le laboratoire d'une idéologie qui fera du zoo humain une institution réelle. Après Paris, c'est l'Europe entière qui va s'emparer du phénomène. Dans chaque capitale, on dresse des enclos, on reconstitue des villages, on transporte des êtres humains pour les exposer. De Hambourg à Bruxelles, de Londres à Berlin, la curiosité devient l'industrie. C'est la naissance des zoos ethnographiques où science, commerce et racisme s'entrelacent. À l'échelle européenne, tout va d'abord commencer en Allemagne et plus précisément à Hambourg. Un homme d'affaires, Karl Hagenbeck, propriétaire d'un parc zoologique, imagine un nouveau type de spectacle, montrer non plus des animaux, mais des humains. À partir de 1874, il expose les Lapons, puis les Nubiens, des Samis et bientôt des Africains venus de tout horizon, dans des décors authentiques qui reproduisent à l'idéal les endroits dans lesquels vivent ces humains. Le succès est immédiat, le public se presse pour voir l'autre, celui que l'on doit civiliser. Hagenbeck vient d'inventer une forme moderne d'exhibition humaine qui inspirera toute l'Europe coloniale. À Londres, on installe un village dahoméen dans le quartier d'Earls Court. À Berlin, le zoo présente des Ashanti, des Soudanais, des Samoans. Partout, on compare la civilisation blanche à la barbarie exotique. Chaque empire veut sa vitrine, l'Angleterre vante la discipline de ses colonies, l'Allemagne la rigueur, la Belgique sa mission religieuse. Cette rivalité transforme les êtres humains en instruments de propagande nationale. Le cas le plus frappant est celui de Bruxelles. En 1897, lors de l'exposition internationale, le roi Léopold II, véritable roi sanguinaire qui a à lui seul possédé le Congo pendant quelques années, décide de montrer la civilisation du Congo, qu'il possède comme une entreprise privée. Dans le parc de Tervuren, 267 Congolais sont enfermés dans un village africain entouré de barrières. Ils y vivent sous la pluie dans le froid belge observé par 1,3 million de visiteurs. 7 d'entre eux meurent de pneumonie avant la fin de l'exposition. Mais la presse parle d'un succès éducatif. L'horreur s'est travestie en leçon de morale coloniale. De 1880 à 1930, des troupes entières d'hommes, de femmes et d'enfants traversent le continent. On les appelle troupes exotiques, dahoméens, soudanais, zoulous, aborigènes, Kanaks. Elles se produisent dans des cirques, des jardins zoologiques, des expositions commerciales. Les agents recruteurs promettent un travail honorable, mais il s'agit d'une nouvelle forme d'esclavage. Les corps deviennent marchandises, les visages attractions, le spectacle se déplace de ville en ville comme une foire monstrueuse. Les contrats signés avec les participants promettent logement, nourriture et salaire. Mais dans les faits, ils ne sont que des pièges administratifs, les salaires sont dérisoires, les passeports confisqués, les voyages contrôlés. Blanchard et Desroux décrivent ce système comme une traite humaine déguisée. Certains recruteurs s'enrichissent en important des centaines d'hommes par an pour les expositions européennes. Sous le froid européen, la santé de ces exhibés se détériore rapidement. La nourriture manque, les conditions d'hygiène sont désastreuses. Peu à peu, la présence d'humains dans les zoos devient normale. Des anthropologues viennent mesurer les crânes, des artistes viennent peindre les types raciaux. On prétend instruire, mais en réalité, on déshumanise. Les musées, les manuels scolaires et la presse populaire répandent ces images dans toute l'Europe. Et Pascal Blanchard parle d'une invention du sauvage, une construction méthodique d'un imaginaire qui justifie la domination. L'Europe s'amuse à contempler sa propre supériorité. En un demi-siècle, l'Europe transforme la curiosité en industrie. Des centaines de milliers de visiteurs peuvent voir des êtres humains d'Afrique. La mise en scène du sauvage et de la femme exotique.
Pour attirer le public, on accentue le spectacle, les danses deviennent plus sensuelles, les tenues plus légères. La femme africaine exhibée devient symbole d'un érotisme colonial. Dans les catalogues officiels, on parle de grâce sauvage ou de beauté primitive. Cette mise en scène transforme la dignité en fantasme. Le corps noir n'est plus qu'un produit d'appel pour la foule et la presse illustrée. Les femmes y perdent leur nom, leur pudeur et leur humanité. Avant les expositions universelles, il y eut une femme, Sarah Baartman. Son nom reste gravé, celui de la première victime d'une Europe fascinée par le corps noir et obsédée par le besoin de le classer, de le montrer et surtout de le posséder. On estime que Saartjie Baartman serait née en Afrique du Sud, au Cap, en 1789. C'est une jeune domestique, elle est remarquée par un médecin britannique du nom de William Dunlop. C'est lui qui lui promet richesse et liberté s'il l'emmène en Europe. Mais la tragédie du Cap de Bonne-Espérance marque le début d'une captivité, celle du regard blanc d'un continent qui va faire d'elle un véritable spectacle érotique. À Londres, elle est présentée sur scène presque nue derrière une grille. Les spectateurs paient pour observer la Vénus hottentote, ainsi surnommée pour son postérieur jugé anormal. En 1814, elle est vendue à un forain français qui la transfère à Paris. Les salons, les cabarets et les sociétés savantes se pressent pour l'admirer. L'humiliation devient un divertissement mondain. En 1817, le naturaliste Georges Cuvier obtient la permission d'examiner Saartjie Baartman. Il mesure son crâne, dessine ses courbes, prélève des moulages de son corps. Son mémoire sur le Boschiman érige la femme noire en objet de science et en preuve d'infériorité. Ce document deviendra la base d'un siècle de racisme scientifique. Saartjie Baartman mourra à Paris en 1815 à l'âge de 26 ans dans la misère et l'oubli. Mais sa mort n'achève pas l'exploitation, son corps est remis au Muséum d'histoire naturelle, on moule ses formes, on conserve son squelette, son cerveau et ses organes génitaux dans le formol. Pendant plus d'un siècle, Saartjie Baartman n'est plus une femme, elle devient une pièce empaillée exposée dans un musée. Jusqu'aux années 1970, le musée de l'homme expose son sexe et son cerveau dans une vitrine au milieu des curiosités anatomiques. Des générations de visiteurs viennent observer ce qu'on présente comme l'étrangéité du corps africain. En pleine époque moderne, la Vénus hottentote continue de servir de preuve de la différence entre les peuples européens et les peuples africains, ou tout simplement les peuples indigènes. Il faudra attendre près de 2 siècles pour qu'un homme depuis le Cap réclame justice. En 1994, Nelson Mandela, alors président de l'Afrique du Sud, demande le retour des restes de Saartjie Baartman. Après de longues négociations, la France accepte en 2002 de les rapatrier. Son corps est enterré dans son village natal, Gatmos Valley. Aujourd'hui, Saartjie Baartman incarne plus qu'une histoire coloniale, elle est le visage de toutes les femmes dépossédées de leur corps et de leur dignité. Alors si, en tant que femme, vous suivez cette vidéo et que vous êtes spécialement touché par l'histoire de Saartjie Baartman, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à faire entendre votre voix. À l'aube du XXe siècle, les zoomhumains quittent l'Europe pour gagner le Nouveau Monde. Aux États-Unis, le rêve industriel côtoie l'héritage de l'esclavage. Et au nom du progrès, un homme va être placé dans une cage au cœur même du siècle de l'électricité et des gratte-ciels. Originaire du Congo, capturé en 1904 par un missionnaire américain, Otabenga est un Batwa, un homme de la forêt équatoriale du Congo. En 1904, un missionnaire baptiste américain, Samuel Werner, le ramène de force aux États-Unis pour représenter sa race à l'exposition universelle de Saint-Louis. Il ne sait ni lire ni écrire et ignore que le voyage qu'on lui propose n'est pas un échange culturel, mais une captivité spectaculaire. Lors de l'exposition universelle de Saint-Louis en 1904, il est exposé dans le village africain du pavillon anthropologique. 2 ans plus tard, des organisateurs du Bronx Zoo le présentent au public dans la même cage que les chimpanzés et un orang-outan nommé Dohong. Les affiches annoncent l'homme de la forêt du Congo. Des milliers de visiteurs se pressent chaque jour pour observer ce jeune homme comme un animal rare. Pour adoucir le spectacle, on lui impose une petite cape blanche et un chapeau pointu, une capeline censée le rendre mignon.
Sous le prétexte d'humaniser l'exposition, on renforce en réalité le paternalisme racial, l'enfant sauvage devient mascotte, l'innocence du regard blanc sert à masquer la barbarie de l'enfermement. Mais rapidement, plusieurs voix vont se lever. Le révérend James Gordon et le New York Age, journal noir de l'époque, dénoncent une nouvelle forme d'esclavage. Le New York Times du 10 septembre 1906 publie un article intitulé The Pygmy in the Zoo, où des intellectuels afro-américains accusent le Bronx Zoo de crime moral. La presse blanche s'amuse de la polémique sans mesurer l'ampleur de ce véritable scandale. Sous la pression de l'opinion et des associations chrétiennes noires, le maire de New York ordonne sa libération. Otabenga est confié à un orphelinat de Virginie où il apprend à lire et à travailler le bois. Mais le mal est fait. Il reste un homme sans famille, sans patrie, sans avenir. Et malgré le soutien de nombreux pasteurs, Otabenga ne retrouve jamais sa place dans le monde. Le manque de sa forêt, le souvenir de la cage et la honte l'isole. Le 20 mars 1916, dans une mission baptiste de Lynchburg en Virginie, il met fin à ses jours avec un revolver à l'âge de 32 ans. Son corps sera enterré dans l'anonymat. Au moment où l'Amérique s'élève vers le ciel avec ses gratte-ciels, elle enferme un homme dans une cage. À la mesure que les zoos humains se multiplient, certains Africains deviennent des intermédiaires volontaires d'un système qu'ils croient comprendre. L'histoire de Jean Thiam, bijoutier sénégalais né à Saint-Louis, raconte cette ambiguïté tragique, celle d'un homme pris entre l'ambition, manipulation et trahison de son propre peuple. Jean Thiam naît dans la colonie française du Sénégal à Saint-Louis, ville carrefour entre deux mondes. Habile artisan, il apprend le commerce avec les Européens, parle français et wolof et gagne la confiance des administrateurs coloniaux. L'histoire de Jean Thiam, bijoutier sénégalais né à Saint-Louis, raconte cette ambiguïté tragique, celle d'un homme pris entre l'ambition, manipulation et trahison de son propre peuple. Dans les années 1890, il est recruté pour sélectionner des Africains destinés aux expositions françaises. Il devient, sans le savoir, le maillon africain d'un dispositif de domination culturelle. En 1906, Marseille organise une gigantesque exposition coloniale. Jean Thiam participe au recrutement de plusieurs dizaines de Sénégalais, artisans, danseurs, forgerons censés représenter leur peuple. À Paris, les villages nègres de 1895 à 1907 suivent la même logique, recréer l'Afrique dans les jardins de la capitale. Sous le regard bienveillant du public, ces hommes et ces femmes vivent dans des cases, dansent sur commande, dorment derrière des barrières, et le mot village cache la réalité, un camp d'exposition humaine. Jean Thiam promet donc à ses compatriotes des bons salaires et des meilleures conditions de vie. Il promet des soins, et bien évidemment, il promet aussi qu'après tout ça, il y aura la possibilité de retourner au pays, ce qui n'est pas réellement vrai. Les contrats sont des pièges juridiques rédigés en français administratif et incompréhensibles pour beaucoup. Une fois en Europe, les volontaires découvrent qu'ils n'ont aucun droit réel et que leurs passeports sont confisqués. Certains témoignent comme Abdoulaye Sow qui affirme « On nous avait dit que nous serions des artisans, pas des bêtes dans une cage ». Jean Thiam va donc jouer le rôle du vendeur de ses propres frères pour participer de façon machiavélique à ces expositions. Cela me fait penser au sujet que j'ai abordé dernièrement dans une vidéo dans laquelle j'explique comment à une certaine époque les Africains vendaient leurs propres frères aux colonisateurs européens en échange de biens matériels. Et Jean Thiam incarne parfaitement ce rôle. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus sur Jean Thiam. Mais les organisateurs n'interrompent jamais le spectacle puisque le public a payé sa place. Certains acteurs s'évanouissent sous la chaleur des projecteurs, d'autres refusaient de danser, punis par des privations. Sous les applaudissements des Parisiens, l'humiliation devient routine. Jean Thiam mourra en 1927 à Saint-Louis et il sera oublié de tous. L'homme qui avait ouvert les portes à l'Europe à des centaines d'Africains finit ses jours dans la pauvreté. Son nom disparaît des archives officielles, effacé comme un témoin gênant, pourtant son histoire incarne le paradoxe du colonialisme. Un Africain
utilisé pour exposer d'autres Africains. Entre collaboration, naïveté et survie, Gentiam reste le symbole d'un système où la victime participe à sa propre mise en cage. Gentiam n'a donc pas inventé le zoo humain, mais il en fut un rouage essentiel. Son histoire révèle que la domination coloniale ne se résumait pas à un affrontement entre continents, mais à une machine morale capable d'enrôler les colonisés eux-mêmes dans cette supercherie. En servant l'Empire, il croyait peut-être servir le progrès. En réalité, il participait à la plus cruelle des illusions, celle d'une Afrique libre dans une cage européenne. La marque Banania est créée en 1912. Bien plus qu'un chocolat en poudre, c'est une affiche coloniale devenue une icône nationale. Le fameux Yabon Banania, prononcé avec un faux français d'indigène, a été utilisé pendant des décennies pour présenter l'Africain comme étant docile, souriant, enfantin, serviable et bien sûr obéissant. Ce n'était pas un hasard, l'image venait directement des tirailleurs sénégalais. D'ailleurs, pour information, on dit de manière abusive tirailleurs sénégalais, mais en fait c'était des tirailleurs africains puisqu'il y avait toutes les origines, enfin bref, qui avaient eux-mêmes été présentés dans les expositions coloniales. Banania, c'est la continuité directe des os humains, mais sous forme de publicité domestique collée dans chaque cuisine française. Les historiens expliquent que la force de cette affiche vient du fait qu'elle ne fait pas peur, elle fait sourire, et c'est cela la vraie violence. Car derrière ce sourire imaginaire, il y a un siècle de hiérarchisation raciale. En plus du chocolat en poudre Banania, il y aura aussi les biscuits Bamboula. Ces biscuits, figurez-vous, ils servaient à sponsoriser un village nommé Bamboula qui date pas plus tard que l'année 1994. Donc on est à 31 ans de cette histoire, ce qui n'est pas si vieux que ça. En 1994, à Port-Saint-Père, près de Nantes, un parc de loisirs ouvre le village Bamboula. Présenté comme un village africain traditionnel, mais la mise en scène reproduit presque sans filtre les os humains du 19e siècle. On y voit des Africains présentés derrière des barrières, observés par des visiteurs dans un décor folklorisé censé représenter la brousse comme on aime le dire. La France découvre qu'un demi-siècle après la fin officielle des exhibitions humaines, leur logique peut ressurgir sous forme d'attraction familiale. Les danseurs et artisans africains sont costumés en pagnes imposées, contraints d'effectuer des gestes traditionnels devant le public. La scène n'est pas culturelle, elle est spectaculaire et réduite par les participants à des objets d'exotisme. Cette mise en scène reprend les codes visuels des expositions coloniales, la tribu africaine mise en spectacle devant l'œil émerveillé de l'Européen. Le nom Bamboula n'est pas un simple exotisme lexical, c'est l'un des termes les plus profondément marqués par le racisme colonial. Utilisé pendant des décennies comme une insulte visant les Africains comme bruyants, sauvages, enfantins. Le parc transforme donc une insulte raciale en marque commerciale et en une attraction touristique, réactivant toute mémoire coloniale attachée à ce mot. L'événement était sponsorisé par la marque de biscuits Bamboula, dont la mascotte était déjà une caricature noire héritée des publicités coloniales. L'association entre un personnage stéréotypé et un village africain dans un zoo montre la continuité directe entre l'imagerie raciale publicitaire, les exhibitions humaines et la culture populaire française des années 90. On parle d'il y a 31 ans, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je fais pas du ouin-ouin. Ça, faut arrêter avec ça, oui, mais toujours en train de se plaindre. À un moment donné, les faits sont là, on raconte les faits, on fait un devoir d'histoire et de mémoire. Parce que tout ça, là, je l'ai pas appris à l'école. Je l'ai appris parce que j'ai suivi des documentaires, parce que je me suis documenté, je suis allé rechercher. Et à mon bac d'histoire, j'ai eu la note de 18 sur 20. Donc, j'ai toujours aimé l'histoire. Mais l'histoire qu'on nous a racontée, il y a des fragments là qu'on a vraiment oubliés. Et c'est pas une incitation à la haine, c'est pas une incitation à la violence, c'est juste les faits qu'on raconte pour ne pas oublier. Parenthèse fermée. Alors le MARP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, dénonce immédiatement un zoo humain moderne. Les médias nationaux s'en emparent, l'affaire choque parce qu'elle révèle une vérité dérangeante. La France de 1994 n'a toujours pas interrogé le regard colonial, qui continue de façonner ses représentations populaires. Sous la pression, l'événement est finalement fermé. Le zoo Bamboula ne fut pas un accident isolé,
mais un symptôme. Il montre que l'exotisation de l'Africain réduit à un décor, à une danse, à une image, n'a jamais totalement disparu. Elle est déplacée de l'exposition coloniale à la publicité, au parc à thème, au cinéma, aux imaginaires collectifs. 1994 révèle la continuité silencieuse, la scénographie coloniale survit dans les loisirs modernes. Cet événement tardif montre que les zoos humains ne sont pas un accident du passé lointain. Leur logique, observée, exotisée, classifiée, a survécu bien après les indépendances africaines. Le zoo Bamboula est un rappel brutal. On ne déconstruit pas un système en changeant ses vitrines, les images changent et le regard persiste. Comprendre ce scandale, c'est comprendre que le racisme colonial s'est juste transformé au fil des années et qu'il n'avait pas totalement disparu. À partir de 1889, le journal Le Rappel s'indigne face à l'exposition nègre sous la Tour Eiffel, parlant de comédie de la civilisation. Quelques années plus tard, l'Humanité publie des tribunes contre les foires de l'humiliation et questionne le silence politique. La presse de gauche devient le premier espace de contestation publique où l'on commence à dire « ce que nous appelons progrès n'est peut-être qu'un autre visage de la barbarie ». Il y a plusieurs écrivains qui vont se lever pour dénoncer ces choses, et bel et bien des écrivains français qui n'étaient pas d'accord avec l'exposition des indigènes dans des zoos. Vaillès, républicain et journaliste, dénonce dans ses articles l'exotisme de foire qui salit la République. Émile Zola, déjà engagé à l'époque dans l'affaire Dreyfus, publie des tribunes où il condamne la hiérarchie des races et le mépris du pauvre, qu'il soit blanc ou noir. Ces voix d'artistes ne représentent pas encore un mouvement, mais elles annoncent le réveil moral d'une élite lucide. En 1889, il y aura la création de la Ligue des droits de l'homme qui va marquer un tournant. À la base, celle-ci est née par rapport à l'affaire Dreyfus. Née du combat de l'affaire Dreyfus, elle étend rapidement son regard vers les injustices coloniales. Entre 1898 et 1905, plusieurs membres dénoncent les abus de l'armée française en Afrique et en Indochine. En 1914, Blaise Diagne devient le premier député africain de l'histoire de France. Né à Gorée, il incarne une nouvelle génération d'hommes noirs, éduqués, francophones et fiers de leur double appartenance. Son combat pour l'égalité civique ouvre la voie à la revendication politique, mais il restera prisonnier d'un paradoxe, défendre des droits africains tout en servant l'empire qui les opprime. Au lendemain de 2 guerres mondiales, une voix nouvelle se lève, celle de la négritude, par Aimé Césaire. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas qui redonnent au mot nègre la force et la fierté. Ils écrivent « Nous disons non à ceux qui veulent que nous soyons l'ombre ». Leur poésie renverse le langage colonial, elle transforme la douleur en identité, la blessure en lumière. La plume devient l'arme de la dignité retrouvée. Voilà tout, c'était un documentaire présentant les zoos humains en Europe. J'espère que ce documentaire vous a plu et sachez que lorsque vous regardez ces documentaires, vous participez vous aussi à la mémoire et à l'histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire et je rappelle encore une fois que ce documentaire n'est pas une incitation à la haine, mais un travail d'histoire et de mémoire. Les choses qui se sont passées sont factuelles et de travailler à mettre de plus en plus de sources pour faire un travail de qualité. Et bien évidemment, vous êtes libre de me dire ce que vous en pensez. C'était Xavier Makanta. Si vous voulez me soutenir et soutenir le travail que je fais, je vous propose de commander un roman qui s'appelle Au-delà des ombres, dans lequel je raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amani, qui vit à l'est de la RDC et qui va passer par plusieurs péripéties avant de retrouver un salut en allant à la capitale Kinshasa. Sinon, vous pouvez tout simplement faire des dons, car je vais laisser mon PayPal dans la biographie si vous voulez soutenir le travail que je fais. Pour l'instant, je suis en autodidacte, je réalise tout moi-même. Alors si vous voulez soutenir le travail que je fais, ça me va droit au cœur. Merci à vous d'avoir suivi, partagez au maximum, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram ou encore sur TikTok. Merci à vous.